Bismillah. À la différence de Juan Lopez, Steve Brill ne croyait ni aux fantômes ni aux démons, mais ni la prudence de l'un ni le scepticisme inébranlable de l'autre ne les protégea de l'horreur qui s'abattit sur eux. L'horreur que les hommes avaient oubliée depuis plus de 300 ans, une peur à hurler, monstrueusement ressurgie des profondeurs d'un sombre passé oublié. Pourtant, alors que Steve Brill était assis sur sa véranda croulante, ses pensées étaient aussi loin de quelconque menace surnaturelle que peuvent l'être les pensées d'un homme. Ses réflexions étaient amères, mais matérialistes. Il contemplait en jurant son exploitation agricole. Brill était grand, efflanqué et dur comme du cuir de cordonnier. Indigne, fils qu'il était de ces pionniers au corps d'acier qui avaient arraché l'ouest du Texas au désert, il était bronzé par le soleil et il avait la force d'un taureau aux longues cornes. Ses jambes maigres et les bottes qu'il portait indiquaient qu'il était un cow-boy par instinct. Et maintenant, il se maudissait d'être descendu de son Mustang au regard capricieux sur lequel il affrontait le vent, pour se reconvertir à l'agriculture. Le jeune cow-boy reconnaissait en jurant qu'il n'avait pas l'âme d'un fermier. Pourtant, il ne portait pas l'entière responsabilité de son échec. La pluie abondante de l'hiver, si rare dans l'ouest du Texas, avait permis d'espérer de bonnes récoltes, mais comme d'habitude, il s'était passé des choses. Une tempête de neige tardive avait détruit les fruits qui commençaient à pousser. Le grain qui avait semblé si prometteur avait été déchiré en lambeaux et écrasé au sol par de terribles tempêtes de grêle, au moment même où il commençait à adorer. Une période d'intense sécheresse, suivie d'une autre tempête de grêle, avait achevé le maïs. Puis le coton, qui avait relativement bien résisté à ces assauts, succomba à une invasion de sauterelles qui dépouillèrent presque en une seule nuit le champ de Brill. Brill était donc assis et il jurait qu'il ne renouvellerait pas le bail. Il rendait grâce du fait qu'il ne possédait pas la terre sur laquelle il avait en vain perdu sa sueur et qu'il y avait encore à l'ouest de larges prairies ondulées où un jeune homme vigoureux pouvait gagner sa vie à faire du cheval et à jouer du lasso. Tandis qu'il était assis, l'air maussade, Brill vit s'approcher la silhouette de son voisin le plus proche, Juan Lopez, vieux Mexicain taciturne qui habitait dans une cabane dissimulée sur la colline de l'autre côté de la vallée et qui travaillait un peu la terre pour gagner sa vie. En ce moment, il défrichait un lopin de terre qui appartenait à une ferme voisine et en retournant à sa cabane, il traversa un coin du pâturage de Brill. L'esprit vacant, Brill le regarda franchir la barrière de barbelés et se traîner sur le sentier que ses pas avaient tracé dans l'herbe courte et sèche. Cela faisait à présent plus d'un mois qu'il exécutait ce travail, abattant des prosopis durs et noueux et déterrant leurs racines d'une incroyable longueur. Et Brill savait qu'il prenait toujours le même sentier pour rentrer chez lui. Et tout en le regardant, Brill remarqua qu'il s'écartait brusquement de son chemin, apparemment pour éviter un tertre bas et arrondi qui faisait saillie sur la surface du pré. Lopez fit tout un détour pour contourner cette butte et Brill se souvint que le vieux Mexicain en faisait toujours le tour, gardant une certaine distance, et l'esprit inoccupé de Brill remarqua un autre détail. Lopez pressait le pas quand il passait à proximité du monticule et il s'arrangeait toujours pour y parvenir avant le coucher du soleil. Pourtant, les ouvriers agricoles mexicains travaillaient généralement dès les premières lueurs de l'aube jusqu'au dernier scintillement du crépuscule, surtout quand ils étaient ainsi employés à faire du défrichage, tâche pour laquelle ils étaient payés à l'arpent et non pas à la journée. Cela piqua la curiosité de Brill. Il se leva et descendant nonchalamment la légère pente au sommet de laquelle se trouvait sa cabane, il appela le Mexicain qui marchait d'un pas pesant. Hé, Lopez, attends un instant. Lopez s'arrêta, regarda autour de lui et resta immobile, mais sans marquer d'enthousiasme en voyant s'approcher l'homme blanc. Lopez, dit Brill paresseusement, ça ne me regarde pas, mais je voulais seulement te demander. Comment se fait-il que tu contournes de si loin ce vieux monticule indien? Non sabé, grogna sèchement Lopez. Tu mens, rétorqua Brill avec bonne humeur. Tu le sais très bien. Tu parles anglais aussi bien que moi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu penses que ce monticule est hanté ou quelque chose comme ça?
Bril savait lui-même parler l'espagnol et il pouvait le lire aussi. Mais comme la plupart des anglo-saxons, il préférait de beaucoup parler sa propre langue. Lopez haussa les épaules. Ce n'est pas un bon endroit, non bueno, marmonna-t-il en évitant le regard de Bril. Il faut laisser tranquille ce qui est caché. Je crois bien que tu as peur des fantômes, railla Bril. Bon sang, si c'est un tumulus indien, ces Indiens sont morts depuis si longtemps que leurs fantômes doivent être au bout du rouleau maintenant. Bril savait que les Mexicains illettrés éprouvaient une aversion superstitieuse à l'égard de ces tumulus que l'on trouve çà et là dans tout le sud-ouest, vestiges d'un passé oublié, contenant les os tombants en poussière des chefs et des guerriers d'une race oubliée. Vaut mieux ne pas déranger ce qui est caché dans la terre, grommela Lopez. Bah, dit Bril. Moi et quelques gars, nous avons forcé l'entrée d'un de ces tumuli là-bas, dans la région de Palo Pinto, et nous avons déterré des morceaux de squelettes avec des perles et des pointes de flèches en silex, et des choses comme ça. J'ai gardé longtemps quelques-unes des dents jusqu'à ce que je les perde, et je n'ai jamais vu le fantôme. Des Indiens dit Lopez avec une brusquerie inattendue. Qui a parlé d'Indiens? Il n'y a pas eu que des Indiens dans ce pays. Jadis, des choses étranges se sont passées ici. J'ai entendu les légendes de mon peuple, transmises de génération en génération, et mon peuple était ici bien avant le vôtre, Sénor Bril. Ouais, t'as raison, reconnaît Steve. Les premiers hommes blancs de ce pays étaient évidemment des Espagnols. Coronado est passé pas loin d'ici, d'après ce qu'on m'a dit, et l'expédition de Hernando de Estrada est venue jusqu'ici, à quelque distance de cet endroit. Je ne sais de quand ça date. En 1545, dit Lopez, ils ont installé leur camp là où se trouve maintenant votre corral. Bril se tourna pour jeter un coup d'œil à son corral, entouré d'une barrière métallique, où se trouvait alors son cheval de selle, deux chevaux de labour et une vache décharnée. Comment se fait-il que tu en saches autant demanda-t-il avec curiosité. L'un de mes ancêtres a participé à l'expédition de Estrada, répondit Lopez, un soldat Porfirio Lopez. Il a raconté cette expédition à son fils, qui l'a raconté à son propre fils, et ainsi de suite dans la famille, jusqu'à moi qui n'ai pas de fils à qui je pourrais raconter l'histoire. Je ne savais pas que tu étais de si bonne famille, dit Bril. Tu sais peut-être quelque chose au sujet de l'or qu'Estrada est censé avoir caché quelque part ici. Il n'y avait pas d'or, grogna Lopez. Les soldats d'Estrada portaient seulement leurs armes et ils se frayaient un chemin à travers le pays hostile en combattant. Beaucoup ont laissé leurs os le long de la piste. Plus tard, bien des années plus tard, un convoi muletier venu de Santa Fe fut attaqué à quelques kilomètres d'ici par des Comanches et ils cachèrent leur or et s'enfuirent. C'est ainsi qu'on a mélangé les deux légendes, mais même leur or ne se trouve pas là maintenant, parce que des gringos, chasseurs de bisons, l'ont trouvé et l'ont déterré. Bril hocha la tête. L'air absorbé, faisant à peine attention de tout le continent de l'Amérique du Nord, il n'y a pas de région qui soit autant obsédée par les histoires de trésors, perdus ou cachés, que le Sud-Ouest. Des fortunes incalculables ont fait la navette sur les collines et les plaines du Texas et du Nouveau-Mexique. À l'époque lointaine où l'Espagne possédait les mines d'or et d'argent du Nouveau Monde et avait la maîtrise du riche commerce de fourrure de l'Ouest, on retrouve des échos de cette richesse dans les histoires de cachettes renfermant de l'or. Un rêve vagabond de cette sorte, fruit de l'échec et de la misère criante, se fit jour dans l'esprit de Bril. Eh bien, dit-il à haute voix, en tout cas, je n'ai rien d'autre à faire et je crois que je vais creuser à l'intérieur de ce monticule et voir ce que je vais y trouver. L'effet que produisit cette simple déclaration sur Lopez fut absolument déconcertant. Il recula et son visage brun et basané devint gris cendre, ses yeux noirs étincelèrent et il leva les bras dans un geste de vivre en montrance. Dios no! S'écria-t-elle. Ne faites pas cela, Sénor Bril. Il y a une malédiction. Mon grand-père m'a dit. T'as dit quoi demanda Bril. Lopez retomba dans un silence maussade. Je ne peux pas parler, marmonna-t-il. J'ai juré de ne rien dire. Ce n'est qu'à un frère aîné que je pourrais tout révéler. Mais croyez-moi, quand je dis que vous feriez mieux de vous couper la gorge plutôt que de pénétrer de force dans ce maudit tumulus. Eh bien, dit Bril,
impatienté par les superstitions du Mexicain. Si c'est aussi terrible, pourquoi ne me le racontes-tu pas? Donne-moi une raison logique de ne pas y entrer de force. Je ne peux pas parler, s'écria le Mexicain d'un ton désespéré. Je sais, mais j'ai juré sur la sainte croix de ne rien dire, comme l'ont fait avant moi tous les hommes de ma famille. C'est une chose si affreuse qu'on risque d'être damné rien que d'en parler. Si je devais vous dire, mon âme me serait arrachée du corps. Mais j'ai juré, et je n'ai pas de fils. C'est pourquoi mes lèvres sont scellées pour toujours. Bon, très bien, dit Bril d'un ton sarcastique. Pourquoi ne l'écris-tu pas? Lopez tressaillit, écarquilla les yeux, et à la surprise de Steve, saisit au bon cette suggestion. Je le ferai. Dieu soit loué que le bon prêtre m'ait appris à écrire quand j'étais enfant. Le serment que j'ai fait ne parlait pas de ce qui est écrit. J'ai seulement juré de ne pas parler. Je vais tout consigner par écrit pour vous. Si vous jurez de ne pas en parler par la suite et de détruire le papier dès que vous l'aurez lu. Bien sûr, dit Bril, pour se plier ses exigences, et le vieux Mexicain parut soulagé. Bueno, je vais partir tout de suite et me mettre à écrire. Quand je me rendrai à mon travail demain, je vous apporterai le papier et vous comprendrez pourquoi personne ne doit ouvrir ce maudit tumulus. Et Lopez s'en alla précipitamment en direction de sa maison, ses épaules voûtées, se balançant sous l'effort de cette hâte inhabituelle. Steve le suivit du regard, un sourire aux lèvres, haussa les épaules et se tourna vers sa propre cabane. Puis il s'arrêta, se retournant pour contempler le tertre bas et arrondi dont les flancs étaient recouverts d'herbe. Cela doit être un tombeau indien, décida-t-il, du fait de sa symétrie et de sa ressemblance avec d'autres tumulus indiens. Il fronça les sourcils en essayant de se représenter le lien apparent qui existait entre le mystérieux monticule et le martial ancêtre de Juan Lopez. Bril suivit du regard la silhouette du vieux Mexicain. Qui s'éloignait. Une vallée peu profonde qu'interrompait un ruisseau presque à sec, bordé d'arbres et de broussailles, s'étendait entre le pâturage de Bril et la colline en pente douce au-delà de laquelle se trouvait la cabane de Lopez. Le vieux Mexicain disparaissait parmi les arbres au bord du ruisseau, et Bril prit soudain une décision. Gravissant la légère pente, il se munit d'une pioche et d'une pelle dans la remise à outils attenante à l'arrière de sa cabane. Le soleil ne s'était pas encore couché, et Bril croyait qu'il pourrait faire dans le tertre une ouverture assez profonde pour en déterminer la nature avant qu'il ne fît nuit. Sinon, il pourrait travailler à la lumière d'une bougie. Comme la plupart des gens de sa race, Steve vivait surtout sur des impulsions, et à ce moment, il n'avait rien de plus pressé que de pénétrer de force à l'intérieur de ce mystérieux monticule et de découvrir, en tout cas, ce qu'il cachait. La pensée du trésor lui revint à l'esprit, stimulée par l'attitude évasive de Lopez, et si après tout, ce tas de terre brune recouverte d'herbes renfermait des richesses, du minerai brut provenant de mines oubliées, ou la monnaie que frappait la vieille Espagne, n'était-ce pas possible que les mousquetaires de Estrada aient eux-mêmes élevé cet amoncellement de terre au-dessus du trésor qu'ils ne pouvaient emporter, lui donnant la forme d'un tumulus indien pour donner le change aux éventuels chercheurs? Le vieux Lopez savait-il cela? Il n'y aurait rien d'étrange si, sachant que le trésor était là, le vieux Mexicain s'abstenait de le déranger. En proie à une terrible superstition, il aurait bien pu mener une vie de dur labeur plutôt de risquer d'encourir la colère de fantômes ou de démons tapis là, car les Mexicains disent que l'or caché est toujours maudit. Et sûrement ce tumulus était censé faire l'objet de quelque malédiction particulière. Eh bien, pensait Bril, les démons latino-indiens n'avaient rien de terrible pour l'anglo-saxon, tourmenté par les démons de la sécheresse, de l'orage et de la mauvaise récolte. Steve se mit au travail avec la sauvage énergie qui est caractéristique de sa race. La tâche n'était pas mince. Le sol durci par le soleil brûlant avait la consistance du fer et se trouvait mélangé aux rochers et aux cailloux. Bril transpirait abondamment et grognait sous l'effort.
mais il avait en lui l'ardeur du chasseur de trésors. Secouant la tête pour enlever la sueur qui lui tombait dans les yeux, il donnait de puissants coups de pioche qui fondaient la boue agglutinée et la désagrégaient. Le soleil se coucha, et dans le long crépuscule de rêve de l'été, il continua à travailler, oubliant presque la notion du temps et de l'espace. En trouvant des traces de charbon de bois dans le sol, il commença à être convaincu que le monticule était un véritable tombeau indien. Les gens d'une autre époque qui avaient érigé ces sépulcres avaient entretenu pendant des jours des feux qui brûlaient à un endroit particulier de la construction. Tous les tumuli que Steve avait ouverts contenaient une couche compacte de charbon de bois à quelque distance au-dessous de la surface. Mais les traces de charbon de bois qu'il trouva à ce moment étaient éparpillées sur le sol. L'idée qu'il avait d'un trésor déposé là par les Espagnols devenait moins probable, mais il s'y tenait. Qui sait, ces étranges hommes que l'on appelait à présent les constructeurs de tumuli avaient peut-être des trésors à eux qu'ils mettaient avec les morts. C'est alors que Steve, dans son enthousiasme, poussa un cri comme sa pioche rencontrait un morceau de métal. Il le ramassa d'un geste prompt et le porta devant ses yeux, faisant un effort pour le regarder dans la lumière qui déclinait. Il était entouré d'une gangue de boue et attaqué par la rouille, réduit par l'usure à l'épaisseur d'un bout de papier. Mais Steve reconnut ce que c'était, la molette d'un éperon, à n'en pas douter espagnol. Avec ses longues pointes acérées, et il fit une pause, complètement stupéfait. Ce n'était pas un Espagnol qui avait érigé ce monticule avec ses caractéristiques indéniablement indigènes. Comment se faisait-il alors que ce vestige des caballeros espagnols fut dissimulé profondément dans le sol durci? Brill secoua la tête et se remit au travail. Il savait qu'au centre du monticule, si c'était vraiment une tombe indigène, il trouverait une chambre étroite, faite de lourdes pierres contenant les restes du chef pour lequel on avait érigé ce tumulus et sacrifié dessus des victimes. Et dans l'obscurité qui s'épaississait, il sentit sa pioche cogner contre quelque chose qui ressemblait à du granit et qui résistait. À l'examen, aussi par la vue que par le toucher, cela s'avéra être un bloc de pierre solide et grossièrement taillé. Sans nul doute, cela constituait l'une des extrémités de la chambre mortuaire. Il était vain d'essayer de le briser en morceaux. Brill donna des petits coups de pioche pour le brécher, dégageant la boue et les cailloux qui se trouvaient aux angles jusqu'à ce qu'il sentit que pour le soulever, il suffirait de placer la pointe de la pioche dessous et de s'en servir comme d'un levier. Mais à cet instant, il eut soudain conscience de ce que la nuit était venue. Dans la lueur de la lune qui se levait, les objets paraissaient indistincts et sombres. Son Mustang se mit à hennir dans le corral d'où provenait le bruit rassurant que faisaient les mâchoires des bêtes fatiguées croquant le maïs. Le cri mystérieux d'un engoulevement se fit entendre, provenant des ombres obscures du ruisseau étroit et sinueux. Brill se redressa contre cœur. Il valait mieux qu'il allât chercher une lanterne afin d'avoir de la lumière pour continuer ses explorations. Il chercha dans sa poche, car l'idée lui était venue de soulever la pierre et d'explorer la cavité à la lueur de ses allumettes. Puis il se raidit brusquement. Était-ce son imagination qui lui faisait entendre un faible bruissement sinistre qui semblait venir de derrière la pierre qui barrait la route? Des serpents, sans doute, s'étaient-ils nichés quelque part à la base du tumulus, et il se pouvait bien qu'une douzaine de serpents à sonnettes au dos couvert de diamants ont roulé sur eux-mêmes à l'intérieur de cette espèce de caverne, attendissent qu'il y mit la main. Cette idée lui donna un léger frisson et il sortit à reculons de l'excavation qu'il avait faite. Il valait mieux ne pas tâtonner à l'aveuglette dans des cavités. Il eut soudain conscience de ce que, pendant les toutes dernières minutes, il avait senti une légère odeur désagréable qui suintait par les interstices autour du bloc de pierre qui formait obstacle. Et pourtant, il reconnut que cette odeur ne suggérait pas plus la présence de reptiles que n'importe quel autre effluve menaçant. Cela rappelait la puanteur d'un charnier. C'étaient sans doute des gaz qui s'étaient formés dans la chambre mortuaire et qui étaient dangereux pour les vivants. Steve déposa sa pioche et s'en retourna à la maison. Rendu impatient par ce retard inutile, pénétrant dans la sombre bâtisse,
Il gratta une allumette et trouva l'endroit où sa lampe à pétrole était accrochée au mur par un clou. Il la secoua, s'assura qu'elle était presque pleine de combustible et il l'alluma. Puis il repartit, car son impatience ne lui laissait pas assez de temps pour manger quelque chose. Le simple fait de pratiquer une ouverture dans le monticule l'intriguait, comme cela doit toujours intriguer un homme imaginatif. Et la découverte de l'éperon espagnol avait piqué sa curiosité. Il sortit précipitamment de sa cabane, tandis que la lanterne, projetée en se balançant des ombres longues et déformées devant et derrière lui. Il rit en lui-même, en imaginant les pensées et les gestes de Lopez quand il l'apprendrait le lendemain que le tumulus maudit avait été violé. C'était une bonne chose de l'ouvrir ce soir-là, réfléchissait Bril. Lopez aurait même pu essayer de l'empêcher de s'en occuper s'il avait su. Dans le silence songeur de la nuit d'été, Bril parvint au tumulus, leva sa lanterne et poussa un juron de stupéfaction. La lanterne révéla ses excavations, ses outils posés en désordre, là où il l'avait laissé tomber. Une ouverture sombre et béante, le grand bloc de pierre qui barrait le chemin, gisait au fond de l'excavation comme s'il avait été négligemment laissé de côté. Il mit prudemment la lanterne devant lui et jeta un regard dans la petite chambre pareille à une caverne. S'attendant à voir, il ne savait trop quoi. Rien ne s'offrit à son regard, si ce n'est les parois de roc nues d'une longue cellule étroite, suffisamment grande pour abriter le corps d'un homme, qui avait été construite apparemment de pierres grossièrement taillées à angle droit, assemblées solidement avec habileté. Lopez, s'exclama Steve furieusement, le sale coyote, il m'a regardé travailler, et quand je suis parti chercher la lanterne, il s'est introduit ici à soulever le rocher, et il a pris tout ce qui se trouvait là. D'après ce que je comprends, maudite soit sa vilaine peau sale, je lui réglerai son compte. D'un geste brusque, il éteignit la lanterne et lança un regard furieux de l'autre côté de la vallée étroite envahie de forêt. Tandis qu'il regardait, il se raidit. Au coin de la colline, à l'extrémité opposée à celle où se dressait la cabane de Lopez, une ombre bougeait. La lune se levait, ténue, donnant une faible lumière et projetant des ombres au jeu déconcertant. Mais les yeux de Steve, rendus plus perçants par le soleil et les vents des régions désertiques, lui permirent de savoir que c'était une créature à deux jambes qui disparaissait de l'autre côté de l'épaulement bas de la colline couverte de prosopis. Il fiche le camp vers sa cabane, dit Bril rageusement. Il a sûrement quelque chose, sinon il n'irait pas à cette allure. Bril avala sa salive, se demandant pourquoi un étrange tremblement s'était emparé de lui. En quoi était-ce inhabituel qu'un vieux Mexicain, voleur, partît chez lui en courant avec son butin? Bril essayait de réprimer la sensation qu'il y avait quelque chose de bizarre dans la démarche de cette ombre confuse qui avait semblé se déplacer par petits bonds furtifs. Il fallait donc qu'il fût nécessaire d'aller vite pour que le vieux Juan Lopez, au corps trapu, choisisse de se déplacer à une allure aussi étrange. Tout ce qu'il a pu trouver est aussi bien à moi qu'à lui, dit Bril en jurant, essayant de chasser de son esprit l'aspect anormal de la silhouette en fuite. Je suis locataire de cette propriété, c'est moi qui, en creusant, ai fait tout le travail. Une malédiction, tu parles. Pas étonnant qu'il m'ait raconté cette histoire. Il voulait que je laisse ça tranquille afin de le garder pour lui. C'est drôle qu'il ne l'ait pas déterré bien avant ça. Mais on ne sait jamais avec ses mal blanchis. Tout en médisant ainsi, Bril descendit à grands pas la pente douce du pâturage qui menait au lit du ruisseau. Il pénétra dans l'ombre des arbres et des taillis épais et traversa le lit du ruisseau asséché, remarquant instinctivement que, dans l'obscurité, on n'entendait ni le cri des angoules levant, ni celui des hiboux. Il y avait dans la nuit une attente, une tension qu'il n'aimait pas. Les ombres dans le lit du ruisseau paraissaient trop épaisses, trop silencieuses. Il regrettait d'avoir éteint la lanterne qu'il portait encore et se réjouissait d'avoir apporté sa pioche, qu'il tenait fermement de la main droite comme une hache d'arbre. Il eut soudain envie de siffler, simplement pour briser le silence, mais il jura et écarta cette idée.
Pourtant il était content lorsqu'il grimpa en haut de la rive basse de l'autre côté et émergea dans la lumière des étoiles. Il gravit la pente, monta sur la colline et abaissa son regard en direction de l'étendue plate, couverte de prosopis, où se dressait la misérable hutte de Lopez. Une fenêtre était éclairée. Il fit ses valises pour ficher le camp, grogna Steve. Oh, qu'est-ce que... Il chancela comme s'il avait reçu un choc physique, tandis qu'un hurlement pénible déchirait le silence. Il voulut se boucher les oreilles pour ne plus entendre l'horreur de ce cri qui s'élevait d'une façon insoutenable, puis s'arrêta brusquement en un affreux gargouillement. Bon Dieu! Steve sentit monter en lui une sueur froide. Lopez ou quelqu'un. Au moment même où il prononça ces paroles dans un hoquet, il dévalait la colline aussi vite que ses longues jambes pouvaient le porter. Quelque chose d'horrible et d'innommable se passait dans cette hutte solitaire, mais il allait voir de quoi il retournait. Dut-il affronter le diable, alayhi lui-même? Il resserra son étreinte sur le manche de sa pioche tout en courant. Des rôdeurs venus ici par hasard, assassinant le vieux Lopez pour s'emparer du butin qu'il avait pris dans les tumulus. Pensa Bril, et il oublia sa colère. Celui qu'il prendrait à faire du mal au vieux chenapan, même s'il était voleur, passerait un mauvais quart d'heure. Il arriva dans la plaine, courant à toute allure, et puis la lumière s'éteignit dans la hutte, et Steve chancela en plein élan, et alla heurter un prosopis avec un choc qui lui arracha un grognement et lui fit se déchirer les mains sur les épines. Se redressant avec un jurant mêlé de sanglots, il se précipita vers la cabane, se donnant du courage pour affronter ce qu'il allait. Peut-être voir les cheveux dressés sur la tête à cause de ce qu'il avait déjà vu. Bril essaya d'ouvrir la seule porte de la hutte et la trouva verrouillée. Il appela Lopez et ne reçut pas de réponse. Pourtant, il ne régnait pas un silence complet. De l'intérieur venait un bruit assourdi, étrange et inquiétant, qui cessa au moment où Bril lança sa pioche de toutes ses forces contre la porte. La porte fragile vola en éclats, et Bril bondit à l'intérieur de la hutte, plongé dans l'obscurité, les yeux flamboyants, la pioche levée haut pour mener un assaut désespéré, mais aucun son ne troublait l'affreux silence, et dans l'obscurité rien ne bougeait, bien que l'imagination chaotique de Bril peuplât les recoins de la hutte, plongée dans l'ombre de formes horribles. La main humide de sueur y trouva une allumette et la gratta. En dehors de lui, il n'y avait personne d'autre dans la hutte que le vieux Lopez. Le vieux Lopez, raide, mort, sur le sol de terre battue. Les bras en croix, la bouche béante avec une expression hébétée, les yeux grands ouverts, le regard fixe exprimant une horreur que Bril ne put supporter. La seule fenêtre était ouverte, indiquant la façon dont l'assassin était sorti, et peut-être aussi entré. Bril se dirigea vers la fenêtre et regarda prudemment dehors. Il ne vit que le versant de la colline d'un côté et la plaine plantée de prosopis de l'autre. Il tressaillit. N'y avait-il pas quelque chose qui bougeait parmi les ombres chétives des prosopis et des chaparrals? Ou était-ce son imagination qui lui avait fait apercevoir une vague silhouette se perdant parmi les arbres? Il se retourna tandis que l'allumette lui brûlait les doigts. Il alluma la vieille lampe à pétrole sur la table grossière, poussant des jurons tandis qu'il se brûlait la main. Le globe de la lampe était très chaud, comme si elle était allumée depuis des heures. À contre-cœur, il se tourna vers le cadavre sur le sol. Quel que fût le genre de mort qu'avait rencontré Lopez, cela avait été horrible. Mais Bril, examinant attentivement le mort, ne trouva pas de blessure. Il ne portait aucune trace de coup de couteau ou de gourdin, et pourtant il y avait une petite tache de sang sur la main de Bril qui tâtait le corps. En cherchant, il en trouva l'origine. 3 ou 4 points minuscules sur la gorge de Lopez, par où le sang avait sointé lentement. À première vue, il pensa qu'il avait été infligé à l'aide d'un stylet, un fin poignard rond et non coupant. Puis il secoua la tête. Il avait vu des blessures de stylet. Il en portait une cicatrice sur son propre corps. Ces blessures-là ressemblaient plutôt à la morsure de quelque animal. Elles étaient pareilles aux marques que laissent des crocs acérés. Pourtant, Bril ne croyait pas qu'elles fussent assez profondes pour avoir provoqué la mort, ni qu'elles eussent saigné abondamment.
dans les recoins les plus sombres de son esprit, une conviction horrible à cause de l'hypothèse sinistre qu'elle impliquait se fit jour. Il se dit que Lopez était mort de frayeur et que les blessures avaient été infligées soit au moment de la mort, soit l'instant d'après. Et Steve remarqua autre chose. Éparpillées sur le sol se trouvaient un certain nombre de feuilles de papier sale, griffonnées de l'écriture maladroite du vieux Mexicain. Il avait dit qu'il écrirait ce qu'il savait sur la malédiction du tumulus. Il y avait des feuilles de papier sur lesquelles il avait écrit. Il y avait le bout d'un crayon sur le sol. Il y avait le globe brûlant de la lampe, autant d'indices que le vieux Mexicain avait écrits pendant des heures. Assis devant la table grossièrement taillée, alors ce n'était pas lui qui avait ouvert la chambre mortuaire et dérobé ce qu'elle contenait. Mais alors, au nom du ciel, qui était-ce? Et qu'est-ce donc ce que Bril avait aperçu bondissant de l'autre côté de l'épaulement de la colline? Homme ou bête? Eh bien, il n'y avait qu'une chose à faire, c'était de sceller son Mustang et de parcourir les 15 kilomètres en direction de Coyote Wells, la ville la plus proche, et d'informer le shérif du meurtre. Bril ramassa les papiers. Le dernier était chiffonné dans la main du vieil homme qui l'agrippait, et Bril parvint à le prendre, non sans difficulté. Puis au moment de se tourner pour éteindre la lampe, il hésita et s'en voulut d'éprouver cette peur insidieuse qui était tapie au fond de son esprit. Peur de la chose indistincte qu'il avait vue franchir la fenêtre juste avant que la lumière ne s'éteignît dans la hutte. C'était le long bras du meurtrier, pensa-t-il, essayant d'atteindre la lampe pour l'éteindre, à coup sûr. Qu'y avait-il eu d'anormal ou d'inhumain dans cette vision si déformée qu'elle ait pu être dans l'ombre de la faible lumière de la lampe? Comme un homme qui s'efforce de se souvenir des détails d'un cauchemar, Steve essaya mentalement de définir une raison précise qui pourrait expliquer pourquoi cette vision fugitive lui avait fait perdre l'esprit au point de s'étaler, la tête la première contre un arbre, et pourquoi le seul fait de se le rappeler vaguement lui donnait maintenant des sueurs froides. Tout en se maudissant pour se donner du courage, il alluma sa lanterne, éteignit la lampe qui se trouvait sur la table grossière et partit résolument, brandissant sa pioche comme une arme. Après tout, pourquoi certains aspects apparemment anormaux d'un crime sordide devraient-ils le bouleverser? De tels crimes étaient horribles, mais assez fréquents, en particulier chez les Mexicains, qui affectionnaient secrètement les luttes de clans. Puis au moment où il sortait dans le silence de la nuit constellée d'étoiles, il s'arrêta brusquement. De l'autre côté du ruisseau résonna soudain le hurlement éperdu d'un cheval en proie à une terreur mortelle, suivi d'un martèlement frénétique de sabots qui s'éloignaient. Et Bril se mit à jurer de rage et de consternation. Était-ce une panthère qui était tapie dans les collines? Un chat monstrueux avait-il tué le vieux Lopez? Alors pourquoi la victime ne portait-elle pas de marques d'éraflure provoquées par les griffes cruelles et recourbées? Et qui avait éteint la lumière dans la hutte? Tout en s'interrogeant, Bril courait rapidement en direction du sombre ruisseau. Un cow-boy ne saurait prendre à la légère la débandade de son troupeau. En pénétrant dans l'obscurité des taillis, le long du ruisseau asséché, Bril sentit que sa langue était étrangement sèche. Il ne cessait d'avaler sa salive et tenait haut la lanterne. Celle-ci n'avait que peu d'effet dans l'obscurité, mais elle semblait accentuer les ombres qui s'amoncelaient. Pour quelque étrange raison, l'idée vint à l'esprit chaotique de Bril que bien que cette terre fût nouvelle pour les anglo-saxons, elle était en réalité très ancienne. Cette tombe brisée et profanée était la preuve silencieuse que la terre était ancienne pour l'homme. Et soudain, la nuit et les collines et les ombres s'imposèrent à Bril, lui donnant la sensation d'une antiquité hideuse. Ici, de longues générations d'hommes avaient vécu et étaient mortes bien avant que les ancêtres de Bril aient entendu parler de cette terre. La nuit, parmi les ombres de ce même ruisseau, des hommes avaient sans doute perdu l'esprit dans d'affreuses circonstances. Plongé dans ses réflexions, Bril se hâtait parmi les ombres des arbres épais. Il poussa un profond soupir de soulagement quand il émergea des arbres du côté où il habitait, gravissant à la hâte la pente douce jusqu'au corral entouré de barrières métalliques. Il souleva sa lanterne pour l'examiner.
Le corral était vide, même la vache placide n'y était plus, et les barreaux étaient par terre. Cela indiquait qu'un être humain était passé par là, et l'affaire prenait une nouvelle et sinistre tournure. Quelqu'un ne voulait pas que Brill prît son cheval pour se rendre à Coyote Walls cette nuit-là. Cela voulait dire que le meurtrier avait l'intention de s'en aller et voulait échapper pour de bon à la loi ou à autre chose, pensa Brill avec un sourire forcé. Là-bas, de l'autre côté d'une plaine plantée de prosopis, il lui semblait encore percevoir le bruit faible et lointain que faisaient les chevaux en courant. Qu'est-ce qui avait bien pu leur donner une telle frayeur? Brill sentait des frissons glacés de peur lui monter le long de la colonne vertébrale. Il se dirigea vers la maison. Il n'entra pas franchement. À petits pas, il fit le tour, à distance de la cabane, regardant en frissonnant par les fenêtres sombres, écoutant avec une intensité douloureuse le moindre bruit qui pût trahir la présence d'un tueur embusqué. Enfin, il s'aventura à ouvrir une porte et à entrer. Il rabattit la porte contre le mur pour découvrir si quelqu'un se cachait derrière, leva haut la lanterne et entra, le cœur battant, tenant fermement sa pioche avec des sentiments où se mêlaient la peur et une rage folle, mais aucun assassin caché ne bondit sur lui, et une exploration prudente de la cabane ne révéla rien. Avec un soupir de soulagement, il ferma les portes à clé, bloqua les fenêtres et alluma sa vieille lampe à pétrole. La pensée du vieux Lopez gisant, cadavre aux yeux vitreux, tout seul dans la hutte, de l'autre côté du ruisseau, le faisait tressaillir et lui donnait des frissons, mais il n'avait pas l'intention de partir à pied pour la ville cette nuit-là. Il sortit de sa cachette son vieux Colt 45, dans lequel il avait confiance, fit tourner le cylindre d'acier bleui et eut un sourire sans joie. Le tueur ne voulait peut-être pas laisser de témoins vivants de son crime. Eh bien, qu'ils viennent, lui ou eux, trouverait un jeune cow-boy armé d'un revolver à 6 coups et constituant une proie moins facile qu'un vieux Mexicain sans armes. Et cela rappela à Brill les papiers qu'il avait ramenés de la hutte, prenant garde de ne pas se trouver juste en face de la fenêtre qu'une balle pourrait soudain traverser. Il s'installa pour lire, l'oreille attentive au bruit furtif, et tandis qu'il lisait le manuscrit grossier et laborieux, une froide horreur s'empara lentement de son âme. C'était une histoire terrifiante que le vieux Mexicain avait griffonnée, une histoire transmise de génération en génération, une histoire de jadis. Et Brill lut les pérégrinations du Caballero Hernando de Estrada et de ses piquiers en armure qui affrontèrent les déserts du sud-ouest, où tout était étrange et inconnu. Il y avait une quarantaine de soldats, de domestiques et de seigneurs, disait le début du manuscrit. Il y avait le capitaine de Estrada et le jeune Juan Zavilla, et don Santiago de Valdez, noble mystérieux, qui avait été recueilli alors qu'il se trouvait dans un bateau à la dérive dans la mer des Caraïbes. Tous les autres occupants, membres de l'équipage et passagers, étaient morts de la peste, avait-il dit, et il avait jeté leur corps par-dessus bord. Ainsi, de Estrada l'avait pris à bord du bateau en provenance de l'Espagne qui transportait l'expédition, et de Valdez s'était joint à leur exploration. Brill lut quelques-unes de leurs pérégrinations, racontées dans le style sommaire du vieux Lopez, ainsi que les ancêtres du vieux Mexicain en avaient transmis l'histoire depuis plus de 300 ans. Les mots écrits dans leur nudité étaient un pâle reflet des terribles difficultés que les explorateurs avaient rencontrées. La sécheresse, la soif, les inondations, les tempêtes de sable dans le désert, les javelots de peau rouge hostiles, mais c'est d'un autre péril que le vieux Lopez parlait, une chose terrible, sinistre et insidieuse, qui s'était abattue sur la caravane solitaire qui errait parmi l'immensité de cette région sauvage. Les hommes tombèrent l'un après l'autre, et personne ne savait qui les avait tués. La peur mêlée à de noirs soupçons dévora le cœur de l'expédition comme un chancre, et leur chef ne savait pas où se tourner. Ils savaient tous une chose, c'est que parmi eux se trouvait un démon sous une forme humaine. Les hommes commencèrent à s'éviter mutuellement, à s'éparpiller le long du parcours que suivait l'expédition, et ces soupçons réciproques, afin de trouver la sécurité dans la solitude, rendaient la tâche plus facile aux démons. Ce qui restait de l'expédition traversa le désert d'un pas chancelant.
Les hommes se sentaient perdus, hébétés et réduits à l'impuissance, et l'horreur invisible s'accrochait toujours à leurs flancs, abattant les traînards, faisant sa proie des sentinelles assoupies et des hommes endormis, et sur la gorge de chacun, on trouvait des blessures causées par des crocs acérés qui vidaient la victime de son sang. Les vivants savaient donc quelle sorte de mal ils devaient affronter. Les hommes titubaient à travers le désert, invoquant les saints ou blasphémant dans leur terreur, luttant frénétiquement contre le sommeil et finissaient par tomber d'épuisement. Et le sommeil arrivait sur eux, portant l'horreur et la mort. Les soupçons se portèrent sur un grand homme noir, esclave cannibale originaire de Calabar, et ils le mirent au ferme, et le jeune Juan Zavilla subit le même sort que les autres. Et puis ce fut le tour du prêtre, mais le prêtre se défendit contre son démoniaque assaillant, et vécut assez longtemps pour murmurer le nom de ce démon dans l'oreille d'Estrada, et Bril lut en frissonnant, les yeux écarquillés. Et alors, il fut évident pour de Estrada que le bon prêtre avait dit la vérité et que le tueur était Don Santiago de Valdez, qui était un vampire, un démon mort-vivant, se nourrissant du sang des vivants, et de Estrada se rappela un certain personnage immonde, de noble extraction, qui se cachait dans les montagnes de Castille depuis l'époque des morts, se nourrissant du sang de victimes sans défense, ce qui lui conférait une horrible immortalité. Cet aristocrate avait été chassé, personne ne savait où il s'était enfui, mais il était évident que lui et Don Santiago étaient le même homme. Il s'était enfui d'Espagne en bateau, et de Estrada savait que les gens de ce bateau étaient morts, non pas de peste, comme l'avait prétendu cet être démoniaque, mais par les crocs du vampire. De Estrada et l'homme noir, et les quelques soldats qui vivaient encore, s'en allèrent, et à sa recherche, ils le trouvèrent étendu dans son sommeil bestial, dans un fourré de chaparral. Il était gorgé du sang humain de sa dernière victime. Or, il est bien connu qu'un vampire, à l'instar d'un grand serpent, lorsqu'il est repu, tombe dans un sommeil profond et peut être pris sans danger. Mais d'Estrada se demandait bien comment il pourrait se débarrasser du monstre, car comment peut-on tuer les morts? Car un vampire est un homme qui est mort il y a longtemps, mais qui garde en lui une sorte de vie larvée et immonde. Les hommes supplièrent le caballero d'enfoncer un peu dans le cœur de ce démon et de lui couper la tête en prononçant les paroles sacrées qui réduiraient en poussière le corps mort depuis longtemps. Mais le prêtre était mort et de Estrada craignait que ce procédé pût réveiller le monstre. Aussi emmenèrent-ils Don Santiago en le soulevant doucement pour le porter jusqu'à un vieux tumulus indien se trouvant en proximité. Ils ouvrirent celui-ci, repoussèrent les os qu'ils y trouvèrent, et ils placèrent le vampire à l'intérieur et refermèrent hermétiquement le tombeau. Dios, subhanahu wa ta'ala, le veuille jusqu'au jour du jugement dernier. Inch'Allah. À cet endroit, le manuscrit prenait fin avec un coup de crayon irrégulier qui avait déchiré le papier froissé. Bril se leva, son cœur battant violemment, le visage exsangue, la langue collée au palais. Il eut un eau le cœur et parvint à dire quelques mots. C'est pourquoi les princes se trouvaient dans le tumulus. Un de ces Espagnols l'a laissé tomber pendant qu'ils étaient en train de creuser. J'aurais pu savoir qu'on avait creusé avant moi pour y entrer, à la façon dont le charbon de bois était éparpillé. Mais, Seigneur, terrifié, il repoussa ses sombres visions. Un monstrueux mort-vivant, remuant à l'intérieur de sa tombe, poussant de l'intérieur la pierre que la pioche ignorante avait décelée. Ombre diffuse, bondissant de l'autre côté de la colline, en direction d'une lumière qui annonçait la présence d'une proie humaine. Un bras lent, effrayant, passant par une fenêtre éclairée. C'est de la folie, dit-il en haletant. Lopez était complètement cinglé. Les vampires, ça n'existe pas. S'il y en a, pourquoi ne s'en est-il pas pris un mois plutôt qu'à Lopez? Sauf peut-être s'il voulait reconnaître les lieux et s'assurer s'il n'y avait pas de danger avant de foncer. Allons, bon sang, ça ne tient pas debout. Les mots s'arrêtèrent dans sa gorge. À la fenêtre, un visage le regardait d'un air furieux et baragouinait des mots inaudibles. Deux yeux glacés le transpercèrent jusqu'au fond de son âme. Un cri sortit de sa gorge et ce visage terrible disparut. Mais l'air lui-même était imprégné de l'odeur immonde qui flottait autour du tumulus ancien.
Et maintenant la porte grinçait, s'incurvant légèrement vers l'intérieur. Bril s'adossa au mur, tenant son revolver d'une main tremblante. Il ne lui vint pas à l'idée de tirer à travers la porte. Dans son esprit chaotique, il ne pensait qu'à une chose, c'est que seule une porte de bois frêle le séparait de l'horreur surgie du sein de la nuit, des ténèbres et du sombre passé. Ses yeux étaient distendus au moment où il vit la porte céder et où il entendit gémir la gage du verrou. La porte s'ouvrit tout à coup. Bril ne criait pas, sa langue était bloquée contre son palais. Ses yeux, qu'obscurcissait la peur, distinguèrent la haute silhouette, pareille à un vautour. Les yeux glacés, les ongles longs et noirs, le costume déchiré dont l'aspect ancien était hideux, la longue botte munie d'un éperon, le grand chapeau mou dont la plume s'effritait, la cape flottante qui tombait lentement en lambeaux, sans cadran, dans la sombre entrée. Cette horrible silhouette venue du fond des âges était tapie, et la tête de Bril se mit à tourner. Un froid violent émanait de la silhouette, l'odeur de l'argile en décomposition et des restes dans un charnier. Et alors, le mort-vivant se précipita sur le vivant comme un vautour sur sa proie. Bril tira à bout portant et vit un lambeau de tissu pourri s'envoler de la poitrine de la chose. Le vampire tituba sous le choc de la lourde balle, puis se redressa et s'avança à toute vitesse. Bril recula en chancelant et s'adossa au mur en poussant un cri étouffé, tandis que le revolver tombait de sa main inerte. Les sombres légendes étaient donc vraies, les armes humaines étaient impuissantes, car un homme peut-il tuer quelqu'un qui est déjà mort depuis de longs siècles, comme meurent les mortels? Puis le contact contre sa gorge de ses mains pareilles à des griffes provoqua un accès de folie furieuse chez le jeune cow-boy. Tout comme ses ancêtres, les pionniers qui luttaient à main nue contre des forces supérieures et de nature à ébranler l'esprit. Steve Bril se battit contre le mort glacé qui en voulait à sa vie et à son âme. De ce terrible combat, Bril n'eut pas la suite que des souvenirs confus. C'était comme un chaos aveugle au cours duquel il poussait des cris de bête. Il tirait de toutes ses forces, il cognait et il martelait là où de longs angles noirs, pareils aux griffes d'une panthère, s'accrochaient à lui et où les dents pointues se refermaient sans cesse sur sa gorge. Roulant et s'écroulant dans toute la pièce, enveloppés tous les deux dans les plis moisis de cette vieille cape en pourriture, ils se donnaient des coups et se déchiraient parmi les restes du mobilier en morceaux. Et la furie du vampire n'était pas plus terrible que l'ardeur désespérée de sa victime que la peur rendait folle. Ils s'écroulèrent, la tête la première sur la table, la renversant sur le côté, et la lampe à pétrole se brisa sur le sol, projetant soudain des flammes sur le mur. Bril sentit la morsure du pétrole, brûlant, qui l'éclaboussait. Mais dans la frénésie du combat, il n'y fit pas attention. Les griffes noires s'agrippaient à lui, les yeux inhumains, brûlant d'une flamme glacée au plus profond de son âme. Entre ses doigts fébriles, la chair desséchée du monstre était dure comme du bois sec. Et des ondes de folie furieuse se répandaient l'une après l'autre sur Steve Bril, comme un homme se débattant contre un cauchemar. Il hurlait et cognait tandis qu'autour d'eux, les flammes bondissaient et s'emparaient des murs et du plafond. À travers les jets de flammes qui dardaient et les langues de feu qui léchaient, il chancelait et roulait comme un mortel, et un démon combattant sur le sol couvert de lances de feu venues de l'enfer. Et dans le tumulte grandissant des flammes, Bril rassembla toutes ses forces en une dernière explosion volcanique de colère. Parvenant à se dégager d'un banc et se redressant, haletant et couvert de sang, il lança aveuglément un coup de poing à l'immonde silhouette et la prit dans une étreinte que même le vampire ne put briser. Et faisant pirouetter son démoniaque adversaire, il le projeta violemment sur le bord renversé de la table comme un homme pourrait casser un bâton en bois sur son genou. Quelque chose craqua comme une branche qui se brise. Le vampire échappa à l'étreinte de Bril et se tordit sur le sol brûlant, prenant une étrange posture. Pourtant, il n'était pas mort, car ses yeux de flamme lançaient à Bril un regard brûlant, empreint d'une horrible convoitise, et il s'efforça de ramper dans sa direction, la colonne vertébrale brisée, comme rampe un serpent en train de mourir. Bril, chancelant et haletant, se secoua pour ôter le sang qui lui tombait dans les yeux, et franchit à l'aveuglette et en titubant la porte brisée,
comme un homme qui s'enfuit en courant des portes de l'enfer. Il courut en trébuchant à travers les prosopis et les chaparrals et finit par tomber d'épuisement. Jetant un regard en arrière, il vit les flammes de la maison qui brûlaient et rendit grâce à Dieu, subhanahu, que l'incendie continua jusqu'à ce que les restes de Don Santiago de Valdez fussent entièrement consumés et effacés de la mémoire des hommes.